Patrick, est-ce que tu as bien le retour écran? J'ai bien le retour écran, on voit très très bien ton PowerPoint. Bonjour à tous, on va vous présenter la méthode Zombie Scrum, les contes de la crypte agile. Voici vos hôtes et animateurs, Patrick Pouchol et coach agile sur Sophia Antipolis, et moi-même, Élise Faramia, coach agile aussi sur Sophia Antipolis. Passe en mode présentateur peut-être. Qu'est-ce que tu appelles mode présentateur? Là, on voit tes slides. On voit ton PowerPoint en édition. Moi, je le vois bien. Alors. Ça doit pas être le bon écran qui est partagé. Alors, je viens d'arrêter le partage. Et on va recommencer. Je veux partager mon écran de... C'est bien celui-là que je veux partager. Et là, je fais ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça n'a rien changé. Enfin, ouais, on voit toujours la même chose. Et en fait, même quand tu as arrêté ton partage, on voyait ton écran. Je pense qu'il faut que tu fasses un refresh. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Un refresh. À mon avis, sors de la salle et reviens, Élise. Je reviens tout de suite. En attendant, Patrick, il est... C'était ses derniers mots. C'est ça, nous ne saurons jamais. Les zombies l'ont attrapé. Voilà, c'est trop tard pour elle. Ah oui, mais ça n'a rien enlevé. Non. Est-ce que c'est réellement Élise qui partage son écran? C'est son nom sur la presse, en tout cas. Oui, c'est elle qui partage son écran. C'est le zombie d'Élise qui partage. Alors, je vais essayer moi de partager un écran pour faire partir Élise, simplement. C'est parti. On n'a plus le partage. Ouais. Donc voilà. Vous voyez pas le mien? Si. Ok, et ben donc je vais arrêter le partage d'écran. Formidable, la magie de la technologie. C'est dommage parce elle a eu aucun souci de connexion la plupart de la journée et puis boum. Il faut que ce soit à la fin. Je crois que les systèmes ont chaud, un peu comme nous. Alors Élise, si tu es revenue, n'oublie pas que ton micro est muté d'office. Ça y est, elle vient d'arriver. Où est-elle? Élise. Élise, il faut que tu cliques sur le micro pour qu'il s'active. J'arrive pas. Voilà. En fait, j'ai plein de pop-up il y a plein de gens qui arrivent, Du coup, j'arrivais plus à accéder à mes boutons de partage. Et tu peux réessayer de partager ton écran. Allez, réessayons, soyons fous. Hop. Donc là, ça passe comme ça. Et là, je lance ma diapo. Là, on voit rien du tout. Attends. Si, voilà, ça y est. Bon. Je pense que tu n'auras pas mieux, donc on va laisser comme ça. Hein. Oui, super. Bravo. Et là, comme ça. On y arrive. Je propose qu'on arrête là, parce que là, on fera pas mieux. On bouge plus, on touche plus rien. Donc, je vous refais l'introduction en accéléré. Zombie Scrum, animateur, Élise Faramia, Patrick Pouchol. Hop, c'est fait. Et on passe au deuxième slide. Alors, avant tout, un petit avertissement, un petit disclaimer, comme diraient nos amis américains. Cette présentation de Zombie Scrum est basée sur des travaux qui ont été menés par un groupe qui s'appelle The Liberators.
Donc, vous pouvez voir le lien sur le document source, on va dire, la genèse de leur réflexion sur le Zombie Scrum. Très très important, les théories que nous allons vous présenter pendant cette présentation ont été réalisées par des professionnels de l'agilité. Hein. Donc en aucun cas, on compte sur vous, ne les reproduisez absolument pas dans votre entreprise. Évidemment, si malgré ces avertissements, vous décidez quand même de mettre en œuvre de manière sérieuse et de prendre à la lettre les quelques informations que nous allons vous présenter dans les minutes qui viennent, bien évidemment, nous déclinerons toute responsabilité quant aux conséquences d'une telle application du Zombie Scrum. Inutile d'intenter des actions en justice, nous répondons de rien. Alors, la méthode Zombie Scrum, rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Et bien, comme toute méthode agile, c'est une méthode qui est portée par des valeurs et des principes. Et la méthode Zombie Scrum dispose de 5 valeurs. La débrouille. Patrick, on s'engage pas, c'est pas la peine. Déjà, on va faire notre possible, c'est pas si mal. La hiérarchie. Les zombies, ils aiment beaucoup la hiérarchie. On se respecte la hiérarchie. C'est l'idéal quand on a un problème. De toute façon, on n'a pas le temps de le traiter. Donc le mieux, c'est de le remonter à la hiérarchie. L'opportunisme. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il peut. Enfin, il fait quelque chose, quoi. En fonction des demandes. Bon. Et puis, on essaye de pas se battre, On essaye. Le planning. L'équipe Scrum prend un engagement sur un planning. On ne touche pas au planning. Il y a quelque chose qui est prévu, on s'y tient. On ne touche pas au planning. C'est bien rigolo vos agiles et tout ça, là, mais on ne modifie rien. Quand c'est fixé, c'est fixé. Et enfin, l'égotisme. Chaque membre de l'équipe Scrum s'occupe de son travail et les vaches seront bien gardées. Non, mais on n'a pas que ça à faire de s'occuper des soucis des autres non plus. Alors, au-delà de ces 5 valeurs, le Zombie Scrum, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, avant toute chose, ce sont des années d'analyse par des coachs, des gens qui ont mis en œuvre de l'agile et qui ont essayé d'en tirer la substantifique moelle, finalement, les best practices du Scrum qui seraient le plus adapté finalement à la réalité de l'entreprise. Et de ce travail de synthèse, sont nées 26 règles, c'est peu finalement, qu'il faut mettre en place en fait, vous allez voir, très simplement, et qui vont vous permettre, grâce au Zombie Scrum, de vous simplifier la vie dans le cadre de la mise en œuvre de l'agilité. Je dirais que pour résumer, on pourrait dire que le Zombie Scrum, c'est finalement l'approche la plus pragmatique, la plus réaliste, la plus empreinte de bon sens, qui va vous garantir, alors peut-être pas l'adhésion de tout le monde. L'adhésion, c'est quelque chose qui est compliqué. Convaincre les gens et les embarquer, c'est compliqué. Donc, le Zombie Scrum va plutôt prendre un petit peu le revers de cette approche et va vous proposer de faire en sorte que les gens ne rejettent pas la méthode. Voilà. À défaut de convaincre, on évite de se mettre les gens à dos. Enfin, pas trop. Ils rejetteront pas trop la méthode. Normalement, ça devrait bien se passer. On va voir. Normalement. On va faire un petit florilège des règles. Non, on n'a pas le temps de vous présenter les 26 règles. C'est assez concis, 26. Mais on a fait un petit florilège pour vous donner un aspect que notre méthode est très claire et très simple et convient à tous. Tout d'abord, on ferme les rideaux. On éteint la lumière. Moins de transparence, plus de laisser-faire. Les équipes zombies se dirigent bien mieux dans l'obscurité. Alors, les événements Scrum doivent être facultatifs. On a déjà tous un certain nombre de réunions. On a déjà beaucoup de réunions, des comités de projet, des comités de pilotage, des comités stratégiques. Finalement, les cérémonies Scrum n'apportent pas une grosse valeur ajoutée. Donc, ne vous encombrez pas si vous n'avez pas le temps. Considérez ces événements comme facultatifs. Oui, le code avant tout. Puis faites tourner le rôle de Scrum Master. Non, mais il faut pas se cacher, c'est pénible d'être Scrum Master. Et puis,
pas grand monde veut le faire. Donc, non, on fait tourner le rôle. C'est comme quand on est de support ou qu'on est de récup. Il y a des gens qui aiment pas ça. Le mieux dans une équipe, c'est de le faire tourner, chacun son tour. Écoute, on fait passer le boulet, hein. Modifier la durée du sprint au besoin. Alors ça, effectivement, c'est une règle très très importante. Pourquoi s'encombrer de cette contrainte de sprint après tout, puisque Scrum nous dit entre 2 et 4 semaines. Donc finalement, adaptons cette durée au besoin. Si on a du retard, on rallonge. Si on a un petit peu plus de choses à mettre dans le sprint backlog, dans ce sprint-là, on rallonge. Si on a du mal à le remplir, on raccourcit. Comme de toute façon, les cérémonies sont facultatives, ça ne va pas beaucoup impacter le mode de fonctionnement de l'équipe et ça permettra d'avoir un sprint vraiment adapté à la quantité de travail. Écoute, Patrick, je pense que c'est le moment de proposer un petit jeu à nos auditeurs. On pourrait peut-être leur proposer de mettre dans les commentaires des plus quand ils sont d'accord avec nous et des moins quand ils ne sont pas d'accord avec nous. Comme ça serait un peu plus interactif. Donc, quand vous êtes d'accord, n'hésitez pas à mettre un petit plus. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un petit moins. Surtout, ne pas chronométrer les événements. Non, mais il faut le temps qu'il faut aux événements. Un daily, s'il doit prendre 45 minutes, il prend 45 minutes. Puis au pire, on n'en fait qu'un seul dans la semaine. C'est la méthode la plus facile pour gérer les choses. On ne va pas s'interrompre, on ne va pas demander aux gens de se taire. S'ils veulent parler, ils parlent. Surtout maintenant qu'on est à distance. On a tellement de choses à se dire. Hein. Ah, très très important, utilisez un outil de suivi de temps. Faites en sorte que vos équipes pointent tout ce qu'elles font. Systématiquement, tout doit être suivi. Comme ça, vous êtes sûr qu'en ayant une obligation d'indiquer chaque heure que l'on va travailler, les gens vont vivre dans la peur et surtout personne ne va moufter. Très très important. Un collaborateur qui a peur est un collaborateur plus investi. N'oublions pas ça, Patrick. Évitez d'avoir un testeur dans l'équipe. Mais quelle catastrophe! Jamais vous finirez votre backlog. Impossible de tout passer en done si vous avez quelqu'un qui va venir vérifier les choses. Non, le mieux, c'est d'éviter les testeurs dans l'équipe et éventuellement, si vraiment vous y tenez, faites un sprint de test dans une autre équipe, surtout pas dans la vôtre. Faudrait pas que ça revienne. Et puis, ils auront bien le temps d'ouvrir des bugs, s'ils ont que ça à faire. Et la recette, ça sert à ça, non? Oui. Et enfin, une autre règle extrêmement importante, encourager la dette technique. On vous bassine avec ces histoires de craftsmanship, de bien faire, de qualité, mais ce qui est important, c'est de livrer et de livrer de la valeur. Et moi, je suis désolé, vos histoires de factorisation, ça n'apporte pas de valeur au métier. Donc, la dette technique, on verra plus tard. En plus, si ça se trouve, c'est une autre équipe qui fera la maintenance de l'application. Nous, on a des deadlines à respecter. En plus, je ne te raconte pas l'impact négatif sur la vélocité quand tu commences à traiter de la dette technique. Hein. Assurez-vous d'avoir un PO. Non, c'est très important. Hein. Après, vous pouvez faire du bizutage. Vous prenez la dernière personne dans l'équipe et puis vous lui donnez le rôle de PO. Je dis pas quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire. Non, n'allez pas jusque-là. Simplement, assurez-vous que si on vous demande, vous avez un product owner. Voilà. Et puis, oui, voilà, quelqu'un avec le rôle. Oui, voilà. Le tout, c'est d'avoir quelqu'un avec le rôle. Promouvoir les transferts. Alors ça va vous simplifier la vie. Vous avez plusieurs équipes. Vous avez une équipe, le backlog n'est pas assez plein. Une autre équipe, au contraire, qui a des difficultés à délivrer. Eh ben, c'est pas compliqué. On prend un développeur d'une équipe A, on le met dans l'équipe B pendant le sprint ou les 2-3 sprints quand on a besoin. Et puis, une fois que c'est terminé, on prend le développeur, on le remet dans l'équipe A, et puis on en rajoute un autre, et puis on le redéplace, on en prend un autre, on redéplace. On a une agilité. On est agile dans la gestion des équipes. Comme ça, on adapte la taille des équipes aux besoins. Flexibilité, c'est tout à fait ça. Et puis, encourager le PO à accepter le travail pendant la démonstration. Non, mais il faut dire que le PO, de toute façon, il ne va pas être bien là pendant le sprint. Hein. Il n'est pas non plus dans l'équipe. Hein. Il peut faire autre chose. Hein. Il a des réunions, des trucs, là, enfin, des trucs de PO, quoi. Et du coup, au moment de la présentation, de toute façon, les party owners, ils ne sont jamais là. Hein. Ils ne vont pas venir. Donc, essayez de faire un petit bras de fer avec le PO pendant les sprint reviews pour dire mais ça c'est terminé. Non, les questions d'acceptance, les critères d'acceptance, non, c'est terminé, pas besoin. Et puis au pire, s'il n'est pas content, il n'a qu'à ouvrir un bug. Hein. Ah oui, celui-là je l'aime beaucoup aussi.
on s'embête souvent à chercher de bons indicateurs de pilotage, alors que finalement on en a un qui est là. En plus, on a un Scrum Master qui est en charge, enfin un chef de projet, enfin on l'appelle comme on veut, qui est en charge de le faire. La vélocité, finalement, c'est un superbe indicateur de la performance et de la productivité de l'équipe. On l'oblige à s'engager toujours sur la même vélocité, voire un petit peu mieux. Ça permet de mettre la pression à l'équipe et comme ça, on garantit une productivité toujours maintenue et une équipe finalement toujours, alors motivée, c'est pas forcément le bon terme, mais toujours sous pression. Et j'ai une petite astuce d'ailleurs, hein, je vous la cache, je vous la donne qu'à vous, hein, vous le répétez pas. Hein. Mais si vous voulez augmenter votre vélocité, rien de plus facile. Vous doublez le nombre de story points et puis hop, à la fin du sprint, tous les managers sont contents. Vous avez doublé la vélocité, c'est super. Et surtout, estimer le backlog produit en heures. Non mais c'est faut revenir à quelque chose de plus pragmatique. On essaye de faire un planning, on ne va pas chiffrer en points d'effort. De toute façon, les points d'effort, on n'a qu'à dire que c'est une journée. Enfin voilà. Non, on chiffre en heures. Comme ça, on sait qu'un sprint, il a tant de jours, tant d'heures. C'est fixe. Et puis, si on en fait un peu moins, ça veut dire que les heures, elles n'avaient pas vraiment 60 minutes. Après, c'est peut-être intéressant de faire des workshops pour estimer la durée d'une heure. Parce que quand on voit qu'une heure dans le planning, ça ne tient pas en 60 minutes, ça peut être intéressant de le réévaluer. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et puis, entre nous, on sait très bien comment ça se termine. Hein. Un story point égale un jour homme. Alors, ça sert à quoi de s'encombrer avec les story points? Ah, enfin. Alors, un but, avoir une vision, avoir des objectifs de sprint. Hein. Alors, c'est bien beau. Hein, ça fait rêver le métier. Ça donne des petites étoiles dans les yeux aux gens. Mais concrètement, pour l'équipe, le but, là, votre vision produit, elle s'en fiche. Elle a un backlog, on prend le backlog, on met dans le sprint backlog, elle a son travail à faire. Son objectif, c'est de vider le backlog. Ne vous encombrez pas à essayer de définir des objectifs de sprint, à essayer de faire comprendre votre vision. De toute façon, l'équipe, elle est là. Dans un an, elle sera peut-être même plus là. Et de toute façon, le backlog, lui, il faudra toujours le vider. Et puis, le meilleur moyen que l'équipe ait du travail à long terme, c'est de faire que le bateau n'a pas d'objectif. Si on ne sait pas où va le bateau, comme ça, il va pouvoir tourner en rond un long moment. C'est futé quand même. Alors, on va vous rappeler quelques petits signes. Pareil, hein, si c'est des choses que vous avez déjà entendues, n'hésitez pas à mettre des petits plus dans les commentaires. Les signes qui montrent que peut-être vous commencez à toucher du zombie scrum. Non, mais on n'a pas de temps pour ces trucs-là. Oh là là, vos cérémonies, votre truc, moi je suis là pour coder. Hein. L'agilité, c'est un effet de mode. Dans 2 ans, on n'en parlera même plus. C'est un truc pour les marketeurs, c'est de la com. Hein, mais bon, derrière, nous, faut qu'on fasse le boulot, quoi. Scrum Master, c'est un rôle qui sert vraiment à rien. Oh, et puis, s'il vous plaît, vos cérémonies, vos machins, là. On peut arrêter avec vos réunions inutiles, on en a déjà assez comme ça. Non, mais m'en veux pas, hein. Mais là, je préfère travailler, quoi. Ah, de toute façon, entre nous, on le sait bien, l'agilité, c'est pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Hein. Non, mais on dit qu'on est agile, mais c'est juste pour faire plaisir aux managers. Et puis, entre nous, méthode agile, machin, là, c'est juste un synonyme de méthode à l'arrache. Hein. Ça vous rappelle quelque chose, tout ça? Ah, on voit, il y a beaucoup de plus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens à qui ça rappelle des choses. Hein. Donc, vous avez bien fait d'être là. Justement, prenons, si vous voulez bien, prenons un petit moment finalement pour essayer de définir, hein, même si bon, je pense que vous l'avez compris maintenant, ce qu'est l'agilité zombie finalement, hein, le zombie scrum. Finalement, c'est assez simple à définir. L'agilité zombie, c'est finalement le fait que l'objectif d'une transformation agile, c'est d'être agile. Si vous êtes dans une organisation, dans des équipes, ou lorsque vous cherchez à comprendre et que vous posez la question, mais pourquoi on utilise des méthodes agiles, si on vous dit que c'est pas pourquoi, mais c'est parce que, et que c'est agile est devenu cet objectif, alors je suis désolé pour vous, mais vous êtes probablement déjà au sein d'une organisation qui est fortement contaminée. Et petit spoil, ça ne se produit pas que au début de la transformation agile, hein. Méfiez-vous.
Stop Zombie Scrum. Je protège mes collaborateurs et je protège les autres. Si jamais vous avez le moindre doute, et même si vous n'avez pas de doute, c'est toujours plus prudent, je vérifie immédiatement les symptômes pour m'en assurer. Ensuite, je remonte à la source du problème en analysant les causes à l'origine de l'infection. Vous inquiétez pas, on va vous donner quelques pistes. Et après, j'applique immédiatement les traitements adaptés pour faire reculer l'épidémie. Là aussi, on a quelques clés pour vous. Eh bien, allons-y. Alors, avant toute chose, pour pouvoir lutter, identifier quels sont les symptômes, mais il faut d'abord apprendre à reconnaître un zombie scrum. Alors, évidemment, on vous a donné quelques éléments qui permettent d'avoir de soupçons assez forts. Alors, pourquoi zombie? Eh bien, finalement, parce que l'analogie, elle est assez évidente. Le zombie, bon, vous savez tous, hein, vous avez, je pense, tous déjà vu des zombies. Enfin, je veux dire. À la télévision, hein, bien sûr. Un zombie, c'est une tête, c'est deux bras, c'est deux jambes. A priori, ça ressemble à peu près à un être humain. Mais pourtant, quand vous le voyez, vous savez que ce n'est pas un être humain. Et bien, le zombie Scrum, finalement, c'est pareil. Le zombie Scrum, vous allez avoir Scrum, vous allez avoir les rôles, vous allez avoir les artefacts, vous allez avoir peut-être même les cérémonies si vous avez de la chance. Mais si vous vous approchez et que vous tendez l'oreille, vous n'allez rien entendre en fait. Vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes en train de travailler sur un produit qui vit, dans une équipe qui vit, sur quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a quelque chose qui a l'air d'être un peu déjà mort. Alors, revenons à la description du zombie scrum. À quoi ressemble-t-il? Tout d'abord, le symptôme numéro 1, pas de cœur qui bat. Aucun logiciel fonctionnel. Le top, c'est quand vous avez un projet qui reste projet une éternité. L'absence d'un cœur qui bat est également apparente dans une définition très limitée et peu ambitieuse de ce que signifie fini. Aucune volonté de l'étendre. Symptôme numéro 2, aucun désir de rentrer en contact avec le monde extérieur. Une équipe de zombies scrum se complaît à rester entre eux, se complaît à ne pas aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe, pour éviter certainement d'être critiqués ou qu'on leur demande d'évoluer. Oh, quel enfer! Évoluer, se remettre en question. Entre autres, on peut voir aussi dans ce monde sans contact avec l'extérieur que le PO est absent, il n'y a pas de démo, ou on fait une démo entre nous, il n'y a pas de parti pris. Le symptôme numéro 3, c'est aucune réponse émotionnelle au succès ou à l'échec. C'est la résignation. L'équipe n'a aucun ressenti, quel que soit le statut en fin de sprint. Échec ou réussite l'indiffère. Les sprints et les itérations ne sont que des éléments artificiels de la cadence. La revue avec les présentations des KPI, aucune réponse de l'équipe, aucune émotion. Et enfin, aucune volonté d'amélioration. Les rôles ne sont pas assumés, les cérémonies sont subies, et dans ces équipes, le plaisir même de progresser a complètement disparu. Le cas le plus caractéristique, c'est une rétrospective inefficace. Vous savez, cette rétrospective où le Scrum Master se sent tout seul. L'équipe est venue, mais elle n'est pas vraiment là, quoi, où elle n'a rien à dire. Et puis finalement, le Scrum Master fait meuble. Et c'est caractéristique d'une équipe de zombies. Allez, allons voir les causes. Voilà, on vous a essayé de vous présenter les symptômes. Maintenant, on va essayer de s'intéresser aux causes avant de pouvoir, on l'espère, vous donner quelques éléments de traitement. Alors, la première cause qu'on trouve en général, c'est un Scrum, ce qu'on appelle maison. C'est finalement du Scrum, mais c'est un Scrum vraiment adapté à notre entreprise. Hein. Donc, finalement, le daily de 15 minutes, c'est clairement insuffisant. Hein. On a besoin de beaucoup plus de temps pour traiter les problèmes rencontrés pendant le daily. Hein. Donc, on a des daily à rallonge. On a en général des équipes autodidactes, hein, des gens qui n'ont pas été formés, qui ont dû apprendre sous le tas et qui donc ne sont pas forcément
derrière reconnus à leur juste valeur, ou du moins on ne valorise pas leur rôle. Quelque chose aussi de typique qu'on va retrouver dans les causes de ce zombie Scrum, c'est le fameux Scrum Master chef de projet, donc cette double casquette incompatible et qui va vous faire très 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 mal hein, lorsque le facilitateur devient le chef. Eh bien là, vous pouvez vous dire que c'est déjà fichu. On l'a évoqué aussi, hein, le Scrum Master tournant. Lorsqu'on considère que le Scrum Master est tournant, c'est qu'on considère que son rôle finalement, hein, il n'est pas si critique que ça. On va retrouver également l'absence de vélocité, parce que finalement on pilote, chez nous on pilote en jour homme, hein, donc la vélocité, si c'est juste pour empiler une valeur en plus qui ne nous sert pas au pilotage, autant faire du capacitaire, autant gérer immédiatement des jours hommes, les affecter à des enveloppes budgétaires et ne pas s'encombrer avec ce genre de choses comme ça qui sont comme la vélocité. On parlait d'agile autodidacte, donc évidemment ça veut dire que l'équipe, si elle est débutante, n'a pas eu l'opportunité de travailler avec un coach parce que finalement on n'en voit pas tellement l'utilité. On va peut-être même pas faire de rétro, alors si on a le temps, hein, mais de toute façon, on n'a pas besoin de s'améliorer. Hein, ça fait 20 ans hein, qu'on fait ce métier, donc nous, on sait ce qu'on fait. On ne va pas estimer en story point vu qu'on ne mesure pas la vélocité. On va estimer directement en jour homme lorsqu'on fait nos estimations. Globalement, hein, on n'a pas le temps de mettre en place toutes ces choses liées à Scrum, donc on ne va finalement en garder que la substantifique morale de faire des sprints. Ensuite, la cause numéro 2, c'est aucune urgence. Quand tout est prioritaire, plus rien ne le devient. Quand la backlog n'est pas priorisée, l'équipe va aller aux tâches qu'elle préfère et ne va pas forcément développer ce qui a le plus de valeur ajoutée pour le client. Donc quand on n'a pas de priorisation, c'est le problème. Pas d'échéance ou des sprints qui ne sont jamais déterminés et ça pose aucun problème, aucune réaction émotionnelle dans l'équipe. Un sprint pas terminé veut officiellement dire que le sprint suivant n'est pas engagé, puisque l'équipe ne réagit pas à un sprint non terminé. Si ce n'est pas un sentiment d'échec pour l'ensemble de l'équipe, le sprint suivant, ils ne verront pas l'importance de le terminer. A contrario, effectivement, si le sprint est terminé et qu'il n'y a aucune réponse, aucune festivité pour célébrer cela, la prochaine fois, l'équipe n'aura plus cette motivation pour essayer d'arriver au but. Les US qui dérapent de sprint en sprint. Finalement, si on ne voit plus aucune urgence à finir cette US dans le sprint, s'il n'y a plus de réponse émotionnelle à cette fin de sprint, les US ne sont jamais terminés, voire même on en commence plusieurs en parallèle. Des objectifs pas clairs ou pas d'objectif de sprint. On l'a dit tout à l'heure. Un bateau, quand ça ne sait pas où ça va, ça n'atteint jamais son objectif. Des décisions toutes centralisées. C'est le meilleur moyen d'avoir des tâches qui restent en hold pendant une longue période. Le meilleur moyen que les tâches ne soient jamais terminées avant la fin du sprint. Les décisions sont remontées au manager, qui remontent au manager, et avant qu'elles redescendent, je vous promets, vous pouvez attendre au moins 2 sprints. Et pas de revue de sprint. Aucune décision prise en revue. Si on ne partage pas avec le client, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de principe d'amélioration sur les choses à venir et que le delta entre ce que veut le client et ce qui va être délivré va être très important et inacceptable. Ensuite, on va trouver des choses qui vont aussi normalement vous sauter aux yeux, ce qu'on appelle les valeurs concurrentielles. On va finalement mettre en pratique un certain nombre de choses qui vont totalement à l'encontre des valeurs agiles telles qu'on les connaît plus traditionnellement. On a évoqué le cas du product owner non investi, donc effectivement, vous allez avoir un product owner qui n'a que peu de disponibilité ou dont finalement ce n'est qu'un des N sujets dont il doit s'occuper. Et ce qui va se produire en général, effectivement, c'est que ce product owner-là n'a pas le temps nécessaire pour faire le refinement. Il n'a pas le temps de s'intéresser à l'objectif du sprint. Au mieux, il va vous remplir un backlog et en revue de sprint, si les tests ont été faits, il va valider et puis
au sprint d'après, on continue à dépiler. Donc, on a un product owner qui finalement n'est que très très peu investi. Et souvent, on a des proxy product owners qui se retrouvent à devoir faire le tampon pour compléter finalement tout ce que le product owner ne fait pas. Un autre exemple, une autre cause intéressante dans ces valeurs concurrentielles, c'est l'absence de stakeholders. Vous faites votre revue et à la revue, eh bien, vous avez l'équipe, vous avez le product owner et puis voilà. Et on reste dans l'entre-soi, on ne montre pas à d'autres, on ne prend pas d'avis extérieur, on ne s'intéresse pas à la vision que peuvent apporter des représentants utilisateurs ou d'autres parties prenantes. Donc on reste dans cet entre-soi, on se referme, ce qui évidemment est totalement à l'encontre de l'approche agile. On va avoir l'absence d'innovation. On parlait de l'absence d'amélioration continue. De la même manière, on va être dans un contexte où il y a peu d'innovation tant au niveau technique qu'au niveau fonctionnel. Les équipes ne sont pas encouragées à proposer des nouvelles façons de travailler, de développer. Le product owner lui-même ne s'intéresse pas tellement à aller au-delà du mandat qui lui a été donné sur son périmètre fonctionnel. Évidemment, un des autres éléments très très classiques au niveau des causes de ces valeurs concurrentielles, c'est l'absence de feedback. De la même manière que la revue n'intègre pas de stakeholders, on va se retrouver dans un contexte où finalement on n'a aucun feedback des utilisateurs de notre système. Alors, soit parce qu'on est, je dirais, une équipe qui fait plutôt du back et on ne s'est pas imposé la question de comment générer un feedback, quelle information aller chercher, ou simplement on a un tel temps calendaire entre le moment où on livre son travail et le moment où l'utilisateur final l'a à disposition. Quand ce feedback arrive, ça fait bien longtemps qu'on est passé à autre chose. Et donc, on n'a pas la possibilité de s'imprégner d'un sprint à un autre de ce feedback. Et souvent, cette absence de feedback traduit aussi le fait qu'on ait des validations externes au sprint. On vous parlait de l'absence de testeurs dans les équipes. Vous avez des processus d'homologation parfois qui sont calendaires dans l'entreprise et qui fait que même la recette se fait beaucoup plus loin et finalement le feedback se fait au mieux au travers d'une interface Jira dans laquelle on va vous envoyer des bugs, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction entre les différentes personnes. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand la transformation agile s'accompagne pas de sachant, de coach, il peut y avoir des mauvaises interprétations. Puis après, dans le fil du projet, on voit que on s'adapte. Donc, des cérémonies moins bien menées, sans objectif, ou des valeurs agiles non défendues et non comprises, eh bien, on voit qu'il y a des adaptations qui se font par l'équipe. On prend ce qu'on veut de Scrum. Donc, typiquement, on a déjà dit plusieurs fois, pas de démo, pas de revue, vu qu'on a corrigé que des bugs. Puis, pas le temps pour la démo. On va pas non plus faire on va pas prendre plus de temps de faire des slides que des temps pour faire du développement. Souvent, j'ai entendu dire que quand on a beau faire le plus magique, le plus magnifique des produits, le plus joli des développements, si on ne communique pas dessus, c'est comme si vous n'avez rien fait. Pas de rétrospective et pas de review. Bah non, on est à la bourre, on n'a pas le temps pour ces trucs-là. Puis, ça sert pas à grand-chose. Effectivement, une rétrospective mal dirigée, une rétrospective sans objectif d'amélioration, plus trop d'intérêt. On est à la bourre et de toute façon, il y aura bien une recette plus tard. On peut voir aussi des refinements entre le PO et le lead tech, ou peut-être même le Scrum Master, mais où on affecte en amont du sprint les tâches à chaque personne. Bah oui, finalement, c'est encore de la gestion de projet, ça. Ce n'est plus de l'agile, mais du cycle en V, peut-être, non? Des spécifications sans le PO et sans poker planning dans l'équipe. Pas moyen de challenger, pas moyen de s'assurer que l'équipe a bien compris les fonctionnalités qui lui ont été demandées. Meilleur moyen pour se vautrer et déployer quelque chose qui n'a pas été demandé. Ou des tâches affectées en amont, on en a déjà parlé. Un pilotage au story point. On l'a dit tout à l'heure. Oui, pilotage au story point, c'est le meilleur moyen
de se louper si on ne fait pas un pilotage au story point, si on fait un pilotage au réel. Prolonger les sprints. Bah oui, on n'a plus d'urgence à finir le sprint, donc si on a un sprint qui dure plus de 2, 3, 4, 5, 6 semaines, où on fait un sprint bis, ou un incrémente bis, il n'y a plus de logique à s'engager sur quelque chose. Et puis, on en a parlé aussi, le Scrum Master à temps partiel. Scrum Master à temps partiel signifie aucune volonté d'amélioration continue. Quand on fait un Scrum Master et qu'on a d'autres objectifs, ben, ça ne devient plus l'objectif du Scrum Master. Et quand le Scrum Master tourne dans l'équipe, et ben, dans ce cas-là, il n'est plus investi, une personne investie de ce rôle à long terme de faire évoluer les choses. Et enfin, cinquième grande famille de causes. Et là, alors là, on se pose un petit peu plus dans un contexte de relation entre un client et un prestataire. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de projets, beaucoup de développements se font dans ce contexte-là, hein, client-prestataire, ou même si on a des équipes qui peuvent être mixtes, on a cette relation de client-prestataire. Et donc, on va trouver cette famille de causes où on a une relation contractuelle finalement qui laisse transparaître le fait qu'il n'y a pas de confiance en fait. Hein, on n'est pas dans une démarche de collaboration. Qui est normalement le cœur, hein, des principes agiles. Hein. On collabore. Là, on n'est pas dans la collaboration, on est dans l'engagement. Et cet engagement, très souvent, hein, la facilité faisant, eh bien, quel est le premier KPI agile qui nous tombe sous la main lorsqu'on veut qu'un prestataire s'engage? C'est la vélocité. Donc, on va demander au prestataire de s'engager, soit alors carrément sur une valeur de vélocité. Hein, donc là, ça peut être une catastrophe puisque au premier problème, votre vélocité va s'écrouler. Et d'un autre côté, comme on l'a dit plus tôt, eh bien, si l'équipe est partie prenante de l'estimation, eh bien, il lui suffit de tricher sur son estimation pour finalement masquer cette baisse de productivité. Donc, on va s'engager sur finalement une métrique qui est tout sauf une métrique de performance, hein, qui est avant tout une métrique de prédictibilité. On va avoir, dans ce cadre de non-collaboration et d'engagement, des pénalités de retard. On a des deadlines qui nous sont imposées. Donc finalement, on se retrouve avec un backlog qui grossit, avec finalement un périmètre qui est extensible selon le bon vouloir du client, qui va rajouter, enlever des choses. Finalement, on s'est engagé. On prend des pénalités de retard si on ne livre pas en fin de sprint les US auxquels l'équipe s'est engagée au début. On va avoir, et ça on le trouve assez souvent finalement, des équipes clients et des équipes prestataires qui sont séparées. Alors la mixité renforce la collaboration et la relation de confiance, mais dites-vous que si vous avez d'un côté des équipes clients, de l'autre côté des équipes prestataires, il y a de fortes chances que ce silo ait une raison, que cette raison est probablement que les équipes prestataires auront soit un périmètre d'intervention moins intéressant, si je puis dire, ou carrément des informations auxquelles ils n'auront pas accès, ou je dirais, ils ne seront pas soumis aux mêmes contraintes quotidiennes. Donc finalement, pour créer cet esprit d'équipe, de one team, lorsqu'on va faire de l'agile à l'échelle, par exemple, ça va être extrêmement compliqué puisque les équipes vont se sentir en concurrence. Certaines équipes vont se sentir pénalisées par rapport à d'autres. On va avoir un delta finalement important entre le mode de fonctionnement et la vie de tous les jours des deux équipes. Donc c'est vraiment cette absence de collaboration qui doit vraiment tout de suite vous alerter sur le fait que ça ne peut pas bien se passer. La cause suivante, c'est l'odeur du lieu. On peut sentir dans une entreprise, il y a des choses où on sent qu'il y a un manque de confiance. Quand par exemple on vous parle de conformité et de discipline, des indicateurs de performance et pas de valeur, on peut déjà sentir que il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises. C'est pas l'objectif, c'est pas ce qu'on cherche à apporter. On n'a pas cet esprit de confiance.
Quand on dit qu'on fait du visual management, mais au final, on met tout dans Jira. Et on utilise uniquement cet outil, non pas comme un support, mais comme un objectif. Quand l'engagement, plutôt que la prévisibilité, ou qu'on confond planification et prévision. Quand tout d'un coup, un PI planning se transforme en une rétro-planning, enfin une projection, un planning sur l'avenir, et qu'on oublie le concept de roadmap, on s'y perd complètement. C'est comme la météo. Au plus c'est loin, au plus ça doit être vague. Au plus c'est près, au plus on s'en approche. Et qu'une fois qu'on a passé la livraison, on sait exactement quel était le planning. Quand il y a beaucoup de livraisons, mais peu de mise en prod. Quand la valeur apportée par l'équipe à chaque sprint n'est pas valorisée, et juste livrée mais pas mise en prod, bah, c'est quelque part, il manque encore quelque chose. Quand on préfère les processus aux interactions entre les personnes, quand on veut plutôt du contrôle sur les gens, plus que du soutien, quand les managers qui ne prennent pas la position de servant leader, ça se voit souvent justement quand on a une transformation et que le manager de l'équipe n'est pas bien formé et se retrouve tout d'un coup Scrum Master. Quand le reporting des tâches remplace les résultats, des justifications pendant les sprint démos plutôt que de vraies démos. Quand on parle de projet et qu'on ne parle plus de produit, là, c'est l'odeur du lieu. On peut le sentir déjà à un appel d'offres quand on a une description de poste. Il y a certains mots-clés comme ça qui reviennent. On peut déjà sentir cette odeur du lieu qui peut être un peu malsaine. Mais heureusement, il y a des traitements. Alors, on va essayer sur les quelques minutes qui nous restent de parler de quelques traitements. Voilà, on a essayé de vous en faire une petite liste, sachant qu'il nous reste une dizaine de minutes. On pourrait vous en parler pendant plusieurs heures. Il y a beaucoup de choses. Si vous connaissez Scrum et les valeurs, beaucoup de choses vous semblez comme du bon sens, mais c'est quand même toujours important de rappeler que justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que ces solutions, elles sont simples en fait. Tout d'abord, il faut murmurer à l'oreille des zombies. La rétro, ce n'est pas facultatif. La rétro, c'est le moment parfait pour aborder justement ce qui va bien, mais ce qui va mal aussi. Parce que ce qui va bien, c'est formidable. Tout le monde est content quand les choses vont bien. Mais on ne doit pas hésiter, on ne doit pas avoir peur d'utiliser la rétro pour justement crever ses abcès, inciter l'équipe à remonter ses douleurs et surtout l'aider à identifier elle-même les causes et si possible à trouver les solutions. Le recours au management, c'est un aveu d'échec. Évidemment, certaines douleurs nécessitent un recours au management, mais si on arrive à trouver une solution en interne, ça veut dire qu'on est capable de la mettre en œuvre. Et si on arrive à mettre en œuvre une solution, on améliore énormément la motivation. Le retour aux valeurs, je l'ai dit un petit peu là en introduction de ce chapitre. Les principes et les valeurs agiles, finalement, ils sont assez faciles à comprendre et ils sont aussi faciles à mettre en œuvre. Et ça fait toujours du bien, surtout si on a une position, par exemple, de coach ou Scrum Master, de les rappeler. Si on se rend compte effectivement que on a des gens qui sont autodidactes ou qui n'ont pas bien compris quel était les principes de fonctionnement, eh bien, rappeler ces principes, rappeler la transparence, rappeler la collaboration, rappeler les interactions, rappeler que toutes ces valeurs-là, elles sont vraiment la base d'un Scrum sain et qu'elles ne sont pas facultatives. L'organisation, alors c'est, je l'ai dit un petit peu sur l'aspect rétro, il faut aussi sensibiliser le management. L'organisation a un rôle à jouer. Elle a déjà un rôle à jouer dans le fait de comprendre et de valoriser les rôles agiles. Le Scrum Master souvent est un rôle qui a tendance à être mal compris, à être mal perçu, à être parfois un peu dévalorisé. C'est important que le management ait conscience
de ses aspects organisationnels, mais aussi de son rôle de facilitateur et de son rôle de coach pour l'équipe. Le management ne doit pas être exclu de cette agilité parce que dans Scrum, le management n'apparaît pas. Il faut absolument l'impliquer. Et attention, je voudrais souligner fortement que le zombie Scrum, ce n'est pas un problème d'équipe. Le zombie Scrum, c'est une déconnexion entre les valeurs organisationnelles et les valeurs Scrum. C'est quand on oublie ces bases de l'agile. Ensuite, quelque chose qui peut être bien, c'est introduire un Scrum sain dans la population. Vous pouvez faire bouger les choses en changeant la manière dont l'équipe interagit dans le cadre Scrum. Typiquement, vous pouvez faire venir des personnes qui ont une expérience dans le Scrum. Peut-être faire venir un Scrum Master qui a été formé et qui a une expérience saine dans une autre entreprise, dans une expérience passée, de quelque chose qui fonctionne. Peut-être c'est faire venir un coach. Peut-être c'est faire venir justement de faire voyager l'équipe dans une autre équipe pour leur montrer que ça peut fonctionner. Au lieu de faire des sprints de 3 ou 4 semaines, peut-être introduire des itérations plus petites, réduire à 2 semaines, voire même peut-être à 1, et concentrer la planification de sprint sur la réponse à la question du type d'impact que souhaite avoir l'équipe sur le prochain sprint. Un sponsoring fort. Comme on l'a dit précédemment, il faut une vraie volonté de changement. Si derrière on n'est pas soutenu par le management, si on n'a pas de moyens pour faire venir un coach, si on n'a pas le moyen pour ouvrir cette équipe à l'extérieur, si on l'aide pas à sortir la tête hors de l'eau, il y a peu de chances qu'elle arrive à sortir de sa noirceur. Et puis s'il vous plaît, invitez de vrais clients ou des parties prenantes dans les sprint reviews. Et ensuite, transformer l'organisation. Une équipe agile ne s'arrête pas juste à l'équipe. C'est aussi tout le modèle au-dessus qui doit être partie prenante. On l'a dit, les stakeholders doivent être présents. Ils doivent être investis dans les sprint reviews. Certaines personnes sont zombies pas par choix, mais juste parce que la maladie s'est déjà propagée beaucoup trop loin. Pardon. Alors, troisième partie du traitement, on va accélérer, il nous reste que 10 minutes. Secouer les choses, hein, donc évidemment, une fois que vous avez identifié, il faut agir. Hein. On ne continue pas à faire mal les choses. On pilote par la valeur. S'il vous plaît, expliquez à vos managers que le pilotage par la vélocité n'est pas un pilotage agile. On ne pilote pas avec la vélocité, ce n'est pas un indicateur de performance. L'agilité prône un pilotage par la valeur. Ce qui est important, c'est la valeur qu'apporte l'équipe à chaque sprint. L'autonomie, une équipe agile n'a pas besoin de quelqu'un derrière son épaule qui dit tout ce qu'elle doit faire, qui affecte les tâches à la place de l'équipe, qui choisit à la place de l'équipe. L'équipe a besoin d'être formée afin d'être autonome. Être autodidacte, ce n'est pas impossible, mais être formé, c'est mieux. Et un PO qui a un mandat. Votre PO doit avoir le pouvoir de décision sur son périmètre. Il doit être capable de dire oui ou de dire non. Sinon, vous allez passer d'un temps fou et des va-et-vient à ne plus finir avant d'avoir des choses qui soient done. Et enfin, deux vrais objectifs, un PO avec un mandat, mais aussi un PO qui a une vision du produit ou qui s'inscrit dans une organisation qui a une vision du produit. Sans vision produit, on ne peut pas déterminer de valeur métier. Sans valeur métier, on ne peut pas piloter par la valeur. Si vous ne pouvez pas piloter par la valeur, il est probable que côté métier, on ne sache pas identifier la valeur de ce qui est produit et que votre équipe ne pourra pas valoriser son travail. Impliquer la communauté Scrum au sens large. Commencez petit, même lorsqu'un client a un budget énorme, commencez petit. Mais surtout, les communautés. Rien ne remplace l'expérience. N'hésitez pas, mais vous êtes là dans l'Agile Tour, donc vous en avez conscience. Allez voir dans les communautés ce qui se passe. Continuez à faire de la veille. Continuez à regarder ce qui se passe autour et allez chercher les solutions. Allez demander dans les communautés
quelle est la réponse à vos solutions, à vos problèmes. Une équipe qui n'a rien à dire pendant une rétrospective, il y a des solutions. Continuez à faire de la veille, comme je viens de le dire, et continuez à rester à l'écoute. Les principes agiles ne sont pas vieux, ça continue à évoluer. Il y a beaucoup de choses qui continuent à évoluer, les pratiques évoluent et des nouvelles idées émergent tous les jours. Donc, il faut continuer à rester ouvert et à écouter ce qui se passe. Et continuer à vous former. N'hésitez pas à aller prendre des formations certifiantes ou pas pour aller vous renseigner sur les bonnes pratiques, pour vous rappeler. On oublie rapidement les valeurs agiles, on oublie rapidement dans le quotidien quels sont les principes des cérémonies. N'oubliez pas de continuer à vous former et à former vos équipes pour qu'ils sachent quoi faire. Et enfin, oser adopter les principes des contrats agiles. Donc, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, la contractualisation agile. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu mature. On peut réellement faire de la contractualisation agile. Alors, important et que vous fassiez la contractualisation agile ou pas, d'ailleurs, célébrer les petites victoires. La politique des petits pas, c'est une politique qui a beaucoup plus de chances d'aboutir que de faire des engagements sur du long terme, sur des gros périmètres. Célébrer les petites victoires, célébrer le fait que les sprints aient atteint leurs objectifs, célébrer que des releases, des PI aient été menés à terme et que les features prévues aient été délivrées, célébrer que les améliorations proposées par les équipes aient été mises en place. Ce sont ces petites victoires qui feront les grandes réussites. La cohésion, évidemment, la collaboration, le travail d'équipe, éviter absolument le chacun pour soi. Lorsqu'on parle de contrat agile, on ne parle pas que de contrat entre un client et un prestataire, on parle aussi d'un contrat au sein de l'équipe. On parle aussi d'un contrat entre le management et l'équipe. Ne négligez pas le team building. Assurez-vous que l'équipe ait ce contrat en interne de s'organiser, de s'entraider, d'essayer de porter la valeur le plus possible, d'essayer de s'engager sur son sprint. Et faites tout pour maintenir cette cohésion. Et enfin, last but not least, savoir dire stop. On a tendance, alors parfois on voit des projets pour lesquels on essaye absolument de remplir des backlogs et on continue, on va essayer de gratter des user stories à droite et à gauche, on essaie d'aller toujours chercher des petites choses pour le remplir. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Regardez ce que vous coûte le projet, regardez la valeur que vous délivrez. Et à un moment donné, posez-vous la question, est-ce que le fait de maintenir cette équipe, est-ce que le fait de continuer sur ce projet, finalement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faut pas savoir s'arrêter à un moment donné? Et dernier traitement, n'hésitez pas à configurer un odoromètre. Puisqu'on sait qu'il peut y avoir une odeur malsaine de zombies qui traîne, n'hésitez pas à l'évaluer. Commencez par la météo d'équipe. C'est dans les tranchées qu'on connaît le mieux la situation. Si votre équipe est en douleur, est en souffrance, si votre équipe dit qu'il y a trop de réunions, qu'ils n'ont pas que ça à faire, c'est peut-être déjà parce qu'il y a des valeurs qui ont été perdues, il y a des principes qui ont été oubliés. La transparence. Pour s'impliquer, il faut savoir où on va. Et il faut promouvoir un peu plus cette transparence, mais à toutes les échelles, et en donner l'exemple. Et enfin, recentrer. Le problème, ce n'est pas l'équipe. Le problème, c'est l'inadéquation avec les méthodes et avec les valeurs surtout, et les principes qui ont été oubliés. Pour ça, faites-vous tester. Donc l'équipe qui a développé l'idée des zombies Scrum a mis en place un petit autotest en ligne, on vous a mis l'URL. Le mieux, c'est de chaque équipe déjà de s'évaluer. Est-ce que à ce stade-là, on n'est pas en train déjà de tomber dans le zombie? Et si on tombe dans le zombie, pourquoi on est tombé là-dedans? Pourquoi? On vous a donné beaucoup de causes et vous répondez peut-être pas forcément à toutes ces causes. Et du coup, tous les traitements ne sont pas à mettre en place en parallèle. Commencez petit, épargnez-vous, soyez gentil avec vous-même. Mais commencez doucement à remettre en place les choses. Et vous allez voir que votre équipe va croire à nouveau aux cérémonies. Ils seront beaucoup plus présents
au daily, si les daily ne durent pas 45 minutes ou 1h30. Commencez déjà à faire respecter ces principes-là. Remettez la valeur en avant. Remettez de l'écoute au cœur de votre équipe. Et puis enfin, un grand merci pour votre écoute et votre patience. Merci aussi à l'équipe de l'Agile de nous avoir laissé s'exprimer. Et puis, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à nous mettre des questions dans les commentaires et surtout à remplir le ROTI dont je vous ai indiqué l'URL. Il ne reste que 2 minutes avant de devoir vous laisser. J'ai vu passer quelques questions. Ça va être difficile de répondre en quelques secondes. Je vais essayer quand même de répondre à une ou deux très rapidement, notamment les premières qui ont été posées. Effectivement, quelqu'un posait la question, est-ce que les signes qui montrent qu'on a besoin de Zombie Scrum sont des signes qui montrent qu'on a besoin d'accompagner les gens dans le changement? Exactement. Hein. La résistance au changement, c'est souvent aussi une des causes de l'échec des méthodes agiles. La changement de posture, notamment, hein, entre passer d'une posture de chef, hein, de command and control, à une posture de manager, c'est pas facile pour tout le monde. Et donc du coup, il faut accompagner autant les managers que les équipes. On l'a dit, c'est le rôle de l'organisation, la responsabilité de l'organisation, au moins autant, si ce n'est plus que celle de l'équipe. Et c'est vrai que souvent, un Scrum Master qui ne sert à rien, c'est d'abord parce que l'organisation n'a pas réussi à déterminer finalement quel était ce rôle de Scrum Master, que lui apportait le Scrum Master. Elle n'a pas réussi à le positionner, et donc souvent ça veut dire qu'elle n'a probablement pas été bien formée ou pas bien accompagnée, et donc il faut peut-être revoir effectivement la définition de la fiche de poste dans l'organisation pour éviter d'avoir des gens plein de bonne volonté qui deviennent Scrum Master et puis qui finalement se laissent déborder par trop de reporting et finalement prennent une casquette de chef de projet. Il nous reste 1 minute, je vais essayer d'en attraper une. Est-ce qu'il y aura un replay de cette conférence? C'est une très bonne question. Il faut demander aux organisateurs. Je crois qu'il est possible qu'on transmette les supports, ou je ne sais pas si la session a été enregistrée, mais je pense qu'il y a des choses qui sont possibles à faire. N'oubliez pas le ROTI, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la contractualisation agile? Je suis désolé, on n'a plus le temps, on doit vous laisser. C'est très, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et est-ce que plutôt que d'être Scrum ou coach, on devrait tous devenir manager pour hacker le truc de l'intérieur? J'ai envie de retourner ça. Est-ce que si on devenait tous coach plutôt que d'être manager, est-ce qu'on n'arriverait pas à hacker le truc de l'intérieur? C'est une bonne question. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là pour ceux qui ont été là jusque maintenant. Bonne fin de journée à tous. Et puis, j'espère à bientôt sur d'autres Agile Tours. Et pour info, on va se retrouver avec Patrick au stand à l'entrée à droite, au premier stand à l'entrée à droite. Vous pouvez nous y rejoindre si vous voulez venir discuter. Merci.